Dégustation littéraire. La série littérature de Chandail et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Théa Marty, c'est la deuxième fois que vous venez participer aux dégustations littéraires cheminées ensemble des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. À cette occasion, vous avez accepté de répondre à quelques questions pour notre podcast Chandail et Chignon. Écoute, c'est Chandail et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Théa Marty, vous êtes éditrice au sein de la prestigieuse maison d'édition Stock, fondée en 1708. C'est énorme. C'est énorme. Et comment êtes-vous devenue éditrice dans cette maison ? C'est un parcours qui a commencé assez tôt, parce que j'ai eu la chance j'étais en première littéraire, de participer au concours des lycéens. Et j'ai été transportée, parce que j'aimais la littérature, sinon j'aurais pas fait une première L, oui. Mais je lisais des classiques. Et là, de lire autant de livres de littérature contemporaine m'a ouvert les yeux sur le fait que la littérature était vivante et qu'elle existait aujourd'hui. Et j'ai représenté d'abord ma classe, puis ensuite j'ai été choisie pour représenter ma région, donc l'Île-de-France, au jury national du concours des lycéens en 2012, et nous avons élu le très très beau roman Du domaine des murmures de Carole Martinez. D'accord. Et au moment de ce grand débat, moi j'avais l'impression d'élire un pape, très clairement. Justement, les débats, les argumentaires, les discussions enflammées, j'avais l'impression de défendre des auteurs coûte que coûte, jusqu'au bout. Et c'est ce côté-là qui m'a plu tout de suite. Et j'ai voulu trouver un métier qui y ressemblait et qui me permettait de, bien sûr, travailler dans la littérature contemporaine, la littérature qu'on publie aujourd'hui. Et donc j'ai cherché, je me suis renseignée, et donc j'ai trouvé ce métier un peu au hasard sur Internet. Je crois que c'était un interview de Teresa Cremisi, qui a dirigé Flammarion pendant des années, qui était l'éditrice de Michel Houellebecq, de Fred Vargas aussi, pour ne citer que ces deux-là. Et donc est née cette passion. Et ensuite, j'ai eu un parcours classique, on va dire, de littéraire, prépa, lettres modernes, mais j'ai tout de suite voulu me plonger dans qu'est-ce que c'est la vie de tous les jours d'un éditeur, aussi pour savoir si ça allait me plaire de lire autant de manuscrits au quotidien, etc. Donc j'ai fait plusieurs stages, ça c'est très important, aussi pour se créer son réseau, ses amis qu'on recroise, et ça a pris du temps parce que je voulais trouver la bonne maison, et j'ai eu la chance d'être contactée par Raphaël Libart, donc qui dirige la Cosmopolite, cette collection de littérature étrangère sublime chez Stock, et qui m'a parlera tout à l'heure. Oui, et qui m'a proposé de la rejoindre. Et petit à petit, j'ai évolué au sein des éditions Stock. Je travaille en littérature française et aussi en littérature étrangère. J'ai la chance de proposer mes projets, mais aussi de défendre des auteurs qui sont déjà de la maison, des auteurs historiques. Et ça, c'est formidable. On vous sent très enthousiaste, passionné, très habité, et c'est fantastique pour moi de voir ça. Vous auriez pu peut-être devenir libraire, bibliothécaire, et non, éditrice, et c'est vraiment dû au hasard d'Internet. En fait, ce que je voulais vraiment retrouver, c'était aussi le fait d'être dans la création littéraire. J'ai beaucoup travaillé en librairie l'été, sur mes lieux de vacances, mais j'aimais bien le contact effectivement avec les lecteurs, les futurs lecteurs, mais j'avais envie d'être un peu dans l'atelier de l'artiste, de l'auteur, de pouvoir lui donner cette oreille attentive, lui donner cette première lecture et de l'accompagner jusqu'à ses futurs lecteurs.
À l'origine du monde. C'est ça, c'est un peu égo trip. Voilà. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes spécialisé dans des domaines de littérature étrangère et française au sein des éditions Stock. Ma question va être très vaste, mais peut intéresser des gens qui nous écoutent et ignorent tout des maisons d'édition. Évidemment, il n'est pas question de parler de ce que nous nommons bibliothéconomie dans notre jargon professionnel, mais comment fonctionne une maison d'édition? Vaste sujet. Je sais. Vaste sujet. Alors, ça s'appelle maison d'édition parce que c'est une maison. C'est une maison parce qu'il y a plusieurs pièces à l'intérieur. Mais c'est quelque chose... Une maison d'édition, c'est du collectif. C'est une équipe de foot. C'est pas de la natation. Chacun est dans sa ligne. Il y a un pôle éditorial où il y a des éditrices, des éditeurs qui sont parfois chapeautés par des directeurs éditoriaux qui choisissent, eux, les textes qui vont être publiés, et les éditeurs et les éditrices donc s'occupent de ces auteurs et accompagnent les auteurs jusqu'à la publication. Mais il y a toute une vie parallèle qu'on connaît mal dans une maison d'édition, notamment le service commercial, qui sont les gens qui vont travailler avec les libraires, qui vont être en contact avec eux, d'abord avec les représentants aussi commerciaux. Ça, c'est un métier incroyable. Alors, si on aime voyager, je vous invite à devenir représentant commercial pour une maison d'édition, parce que quand on est représentant commercial, on va avec le catalogue, présenter aux libraires les nouveautés, etc. On connaît tel libraire, on sait qu'il aime les romans historiques, alors ça c'est pour toi, etc. C'est un métier de terrain sublime. Il y a la presse qui fonctionne. Pardon. Sachant que quand ils vont rendre visite aux libraires, le livre n'existe pas encore, matériellement. Tout à fait. Ou alors on fait ce qu'on appelle... des pré-tirages spécialement pour les libraires, parce qu'on sait que là c'est un livre qui peut être un vrai coup de cœur, et c'est un coup de cœur de lecture parce que par exemple l'auteur c'est son premier roman, où il n'est pas connu, où c'est vraiment c'est une langue qui porte toute l'histoire. Des fois il y a des livres qui marchent très bien juste par le pitch, et des fois il faut rencontrer la langue d'abord, mais généralement ils pitchent un livre sans livre, effectivement. Voilà, il y a le service de presse, donc ça c'est des attachés de presse qui défendent les livres auprès des journalistes. Donc ça c'est incroyable, ça c'est le service le plus c'est à côté, l'ONU c'est rien, enfin je veux dire c'est la diplomatie en permanence de haute volée. Et puis il y a aussi ce service incroyable qui s'appelle les sessions, parce qu'un livre n'a pas qu'une vie en France aujourd'hui. Un livre il a une vie donc d'abord en grand format, et puis ensuite en poche. Et donc, mais aussi, il peut y avoir des traductions, il peut y avoir des sessions audiovisuelles, ça peut devenir un film, ça peut devenir une pièce de théâtre, etc. Et les gens qui travaillent dans ce service s'occupent de tout ça et essayent de vendre, d'offrir plusieurs vies comme ça, comme un chat au livre. Et donc une maison, c'est fait comme ça. En tout cas, aux éditions Stock, moi ce que j'aime, c'est cet esprit collectif. Souvent, dans les grandes maisons littéraires, il y a un comité éditorial qui est assez exigeant. Où là, c'est un peu comme l'élection des papes, où tout se passe en secret, etc. Nous, chez Stock, on a cette volonté collégiale de, quand on publie un livre, c'est un coup de cœur dans la maison, de tout le monde. Moi, quand je reçois un manuscrit et que je l'aime, je peux pas le défendre toute seule dans ma maison. J'ai besoin que ma directrice commerciale soit passionnée, que mon directeur de session de droit, il me dise mais c'est très bien pour ça, c'est un très bon livre pour l'étranger, ça, tel pays, j'adore ces thèmes-là, je le vois vraiment en série, etc. Parce qu'aujourd'hui, il faut beaucoup de personnes pour porter un livre dans le climat actuel, on va dire, de la littérature. Et ça, c'est très fort dans une maison.
Oui, beaucoup de complicité. Oui. Et justement, par rapport au livre de Julia Marly sur la Louisiane, enfin ce roman La Louisiane, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé, comment ce livre est arrivé entre vos mains? Parce que moi, j'imagine que vous recevez des tas de manuscrits tous les jours, qu'il y en a plein, et que comment faites-vous, comment vous débrouillez-vous les uns et les autres pour trier dans tout ça? Et deuxième partie, comment Julia est arrivée jusqu'à vous? Alors, chacun a sa petite recette, mais c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de manuscrits par jour. Moi, en plus, j'ai cette double casquette où je m'occupe de littérature étrangère, donc j'ai mon service des manuscrits étrangers et mes propres réceptions de manuscrits français. Il y a deux manières, c'est-à-dire qu'on reçoit tous les jours sur notre boîte mail générale, on a une boîte mail dédiée à la réception des manuscrits. Et là, on trie, là, on regarde, on a quelqu'un qui s'occupe du tri des manuscrits, parce que souvent, il y a un premier tri qui se fait, qui est celui de... On n'est pas les bonnes personnes. On reçoit par exemple énormément de poésie, on ne publie pas de poésie ou de théâtre, trop de thrillers, de romans policiers. Nous, on n'a pas de collection de romans policiers. Donc ça, c'est un premier tri. Et ensuite, cette personne qui a écarté ça lit les manuscrits, et quand elle en trouve un bon, elle nous le donne. Elle nous le donne à toutes les éditrices. Et donc là, on va le lire et on va voir si c'est un coup de cœur partagé, etc. Après, il y a cette autre façon, c'est on nous adresse directement des manuscrits. Et là, ça, c'est un travail qui demande beaucoup de rigueur, parce qu'on en reçoit beaucoup. Ça peut être décourageant de voir la montagne s'amonceler comme ça sur le bureau, mais il faut se concentrer, il faut le faire tous les jours. Moi, je me lève par exemple très tôt, j'aime beaucoup lire le matin, je regarde pas mes mails et je commence et je lis des manuscrits. Et à partir d'une certaine heure, je me dis bon, c'est l'heure, maintenant on ouvre les mails, etc. Mais il faut le faire de manière régulière. Et après, il y a une dernière possibilité qui est les agents qui nous adressent des romans. De plus en plus en France, les auteurs sont représentés par des agents, comme aux États-Unis. Oui. Et c'est le cas de Julia, qui donc est représentée par une agente américaine, qui travaille pour une agence américaine, et qui donc nous l'a envoyée avec Raphaël Libard, donc qui est la directrice de la Cosmopolite, parce qu'on vient de littérature étrangère et que d'habitude, cette agente nous présente des auteurs étrangers. Mais là, elle nous a dit, écoutez, ça tombe bien, j'ai une autrice française. Son premier manuscrit est en anglais parce qu'elle a habité aux États-Unis et qu'elle faisait son master d'écriture là-bas, dans l'Oregon. Mais c'est pour vous. Et donc, le premier manuscrit était américain. C'est extraordinaire comme histoire. C'est magnifique. C'est magnifique. Je voulais vous demander aussi 3 mots, ça va être difficile peut-être, mais 3 mots pour décrire votre métier. Le premier qui me vient à l'esprit aujourd'hui, c'est humilité. Intéressant. Parce que quand on est éditeur, on n'est pas auteur. On défend des auteurs. Et je pense que ce qui nous anime, c'est porter quelqu'un, porter une œuvre. Et on est là pour le soutenir. Mais c'est très beau quand on a la reconnaissance de ces auteurs, etc. Mais c'est pour eux qu'on fait ce métier. Donc il faut savoir s'effacer au bon moment. Ça, c'est le premier mot. Après, je dirais le deuxième, rigueur. Ça, c'est peut-être mon côté un peu ancienne cagneuse, etc. Mais ça demande de la rigueur, ça demande de la concentration, de lire et de faire attention à chaque phrase, même à chaque mot et syllabe. Quand on ouvre un manuscrit, c'est une montagne en fait qu'on découvre, ou c'est un chantier. Et il faut être organisé, il faut persévérer en permanence et ne pas se laisser décourager. Et puis le troisième, c'est littérature. Pour moi, parce que je suis éditrice de littérature. Parce que si on n'aime pas ça, si on ne lit pas par exemple ce qui est publié à côté, on ne peut pas défendre ces autres textes, on ne peut pas les porter. Si on ne lit pas les autres, on ne peut pas éditer les siens.
en tout cas. Tout à fait compréhensible. Nous avons une question traditionnelle dans notre podcast, donc je vais quand même vous la poser. Enfin, nous avons plusieurs. Y a-t-il dans votre parcours personnel, mais a priori oui, un souvenir particulier lié aux bibliothèques? Puisque nous sommes dans une bibliothèque. Ah bah oui, mais oui, complètement. En fait, j'en ai plein. Enfin, j'en ai beaucoup. Mais oui. J'ai un souvenir très fort de ma bibliothèque, de là où j'étudiais quand j'étais élève en classe de prépa au lycée de Janson de Sailly, donc qui était un CDI. Parce que là-bas, je ne travaillais pas sur mes devoirs, etc. En fait, j'empruntais des livres de littérature contemporaine parce que ma documentaliste était une fervente admiratrice de la littérature contemporaine. Elle connaissait, je me rappelle, je discutais avec elle de tous les prix. C'est elle qui m'a mis aussi la puce à l'oreille en me disant tel livre il est sur cette liste, etc. Et donc là-bas, en fait, je lisais plutôt Éric Reinhardt, ce genre d'auteur qui me faisait voyager à côté d'Emma Bovary et Victor Hugo. Et donc c'est un souvenir plutôt d'escapade, en fait. Oh, c'est un joli mot. Oui. Pour une bibliothèque. Oui. Et pour terminer, 3 choses que vous aimez et 3 choses que vous n'aimez pas. 3 choses que j'aime. J'aime, pour rester dans le thème du livre, quand même. Peu importe. Peu importe. Non, ça peut tout à fait être totalement libre. Il n'y a pas de fléchage particulier. Il n'y a pas de fléchage. Mais c'est difficile de ne pas être fléché quand même quand on fait ce métier. J'aime chez moi. J'aime mon chez moi. Parce que je m'y sens bien et que je me sens protégée et à l'aise. J'aime mon chat. Mes chats. Qui sont mes compagnons de lecture et qui m'ébouillotent aussi quand j'ai froid, quand je lis. Et puis j'aime les restaurants. Je trouve que c'est des lieux de vie incroyables et on entend toujours des histoires assez folles quand on attend la personne avec qui on doit manger. On entend des choses. C'est des débuts de romans à chaque fois. C'est vrai. J'aime pas l'hypocrisie qui peut être assez répandue je trouve dans le milieu de la culture. Moi, je trouve que l'honnêteté, j'aurais pu le mettre dans les 3 choses que j'aime. C'est plus important. C'est pas grave si on n'a pas lu tel auteur ou si on n'est pas allé voir telle exposition, etc. Enfin, ça sert à rien de faire semblant. Ça ne mène à rien. J'aime pas les banques. J'aime pas la banque. J'aime pas aller à la banque. J'aime pas ça. Ça me met très mal à l'aise. J'aime pas ça. Je comprends pas. C'est un univers très loin de ça. Je comprends pas sur le principe de cet argent virtuel comme ça. Je comprends pas. Et j'aime pas les fatalistes. Voilà. Vous êtes une combattante. Voilà. Je vous remercie de faire confiance à nos dégustations littéraires cheminées ensemble en nous incluant dans les tournées professionnelles, enfin les tournées promotionnelles de vos autrices, puisque vous êtes venus pour Line Papin, vous revenez aujourd'hui pour Julia. Et je vous dis donc à bientôt. Oui, à très vite. À très vite et avec grand plaisir. Merci pour votre confiance. Merci beaucoup. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Dégustation littéraire. La série littérature de Chandaille et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles.